Bonjour, bienvenue pour cette troisième vidéo. Dans cette troisième vidéo, nous allons aborder le sujet de l'approche de l'identité sociale. L'objectif de cette approche, c'est d'essayer de comprendre comment les interactions sociales et les comportements humains au sein des organisations vont être déterminés, vont être liés à l'identité sociale des individus qui viennent composer cette organisation. Alors cette approche s'appuie sur la théorie de l'identité sociale et sur la théorie de l'autocatégorisation, et elle va nous intéresser en particulier parce que c'est une approche intégrative, empirique, étudiant à la fois les processus cognitifs et les processus motivationnels de l'individu en tant que membre d'un groupe. Alors cette approche nous paraît pertinente pour aborder la question des organisations, parce que comme nous l'avons dit dans une des vidéos précédentes, une organisation c'est un groupe d'individus qui se réunissent dans le but d'accomplir un objectif commun qui va être la production d'un bien ou la production d'un service. Donc cette approche de l'identité sociale est basée sur les travaux d'un chercheur d'origine polonaise qui a émigré pendant la guerre en Angleterre, qui s'appelle Henri Tajfel, et en particulier des premiers travaux de Tajfel sur les groupes minimaux. Dans ses premiers travaux, Tajfel montre que la simple catégorisation dans un groupe, y compris sur la base de critères purement arbitraires, amène les gens à se comporter non plus comme des individus indépendants les uns des autres, mais comme les membres d'un groupe. Cette simple catégorisation va amener les individus à favoriser les membres de leur propre groupe et à défavoriser les membres du groupe auquel ils n'appartiennent pas, qu'on appellera l'exogroupe. Ces travaux ont débuté avec la première recherche de Tajfel et collaborateurs en 1971, dans laquelle Tajfel répartissait, sur la base d'un critère arbitraire, les participants dans un groupe ou dans l'autre, puis leur demandait, à l'aide de matrices de distribution de ressources, d'attribuer des points soit à 2 membres de l'endogroupe, soit à 2 membres de l'exogroupe, soit à 1 membre de l'endogroupe et 1 membre de l'exogroupe. Alors l'endogroupe, je le rappelle, c'est le groupe auquel on appartient, l'exogroupe, c'est le groupe auquel le sujet n'appartient pas. Les matrices de distribution que donnait Tajfel aux participants de son étude étaient telles qu'il allait pouvoir comparer différentes stratégies. Par exemple, dans certaines matrices, on allait opposer une stratégie qui consistait à donner par exemple 15 points à son groupe et 15 points à l'autre groupe, une stratégie plutôt égalitaire, à une autre stratégie qui se trouvera de l'autre côté de la matrice, qui consisterait par exemple à donner 8 points à son endogroupe et 5 points à l'exogroupe. Donc ici, une stratégie de différenciation, celle qui va faire qu'on donne plus de points à l'endogroupe qu'à l'exogroupe, irait à l'encontre d'une stratégie plus égalitaire. Dans ses travaux, Tajfel a donc pu comparer plusieurs stratégies de distribution. Une stratégie qui visait à maximiser la différence entre les groupes, une stratégie qui visait à être le plus égalitaire possible, une stratégie qui visait à obtenir le plus de points possible indépendamment de ce qu'allait toucher l'autre groupe. Et dans ses travaux, Tajfel a montré que la simple catégorisation en un groupe particulier amenait les gens à choisir une stratégie de différenciation au détriment d'autres stratégies qui leur permettraient même d'obtenir plus de points que la stratégie qu'ils ont choisie de manière privilégiée. Donc de ces travaux naît l'idée que le simple fait d'appartenir à un groupe nous amène à nous comporter quelque part comme le membre d'un groupe, à défendre les intérêts de ce groupe, à vouloir comparer notre groupe favorablement à l'exogroupe. De ces travaux naît la notion d'identité sociale. L'identité sociale, c'est la connaissance que je vais avoir des groupes auxquels j'appartiens et la valeur que je vais attribuer à ces groupes-là. Cette identité sociale, souvent, on l'oppose à la notion d'identité personnelle. Donc, sous l'identité personnelle, je me réfère à moi en tant qu'individu indépendant des autres, alors que sous la notion d'identité sociale, je me réfère à moi en tant que membre d'un groupe en comparaison
aux autres membres de mon groupe et en comparaison aux membres des exogroupes pertinents. À la suite de ces premiers travaux et à d'autres travaux subséquents, Henri Tajfel et John Turner ont développé une théorie qui s'appelle la théorie de l'identité sociale, qui se résume en quelques principes de base. Le premier principe, c'est qu'on chercherait à avoir une image positive, autant au niveau individuel qu'au niveau groupal, et donc que, par définition, les membres d'un groupe chercheraient à avoir une identité sociale positive, chercheraient à ce que leur groupe ait une image positive. Notre identité sociale est positive de par les comparaisons favorables qu'on va pouvoir faire entre l'endogroupe et l'exogroupe. Le troisième principe de l'approche de Tajfel est de dire que lorsqu'une identité sociale n'est pas satisfaisante, lorsque l'image de mon groupe n'est pas suffisamment positive pour moi, je vais adopter des stratégies identitaires qui vont viser soit à me permettre à moi, à titre individuel, d'avoir une image plus positive, soit à permettre à mon groupe d'avoir une image plus positive. Donc cette théorie de l'identité sociale, c'est une théorie pas uniquement de la discrimination comme c'est souvent présenté dans la littérature, mais une théorie des comportements et des relations entre les groupes qui va examiner comment les motivations, les cognitions et les comportements des individus vont être affectés par leur positionnement sur un continuum qui va de l'identité personnelle à l'identité sociale, et en fonction également de la structure sociale perçue. Cette théorie de l'identité sociale est éminemment situationniste. C'est la situation qui va dicter dans quelle mesure je m'identifie au niveau social ou dans quelle mesure je m'identifie au niveau personnel. Donc très important pour cette approche de l'identité sociale va être la notion de science. La science, c'est la présence à l'esprit d'un objet particulier. Donc là, en l'occurrence, dans la situation, qu'est-ce qui fait que c'est mon soi personnel qui va être le plus saillant, ou à l'inverse, qu'est-ce qui fait que c'est mon soi groupal, mon soi social, qui va être le plus saillant? Lorsque c'est mon soi personnel qui est rendu saillant par la situation, je me comporte alors comme un individu indépendant des autres membres de mon groupe. Donc dans ces cas-là, on va observer moins de comportements intergroupes et plus de comportements interpersonnels. Ce sera moi Fabrice et pas moi le français ou moi le prof de psychologie. Quand mon soi personnel est rendu saillant, on va observer plus de comportements personnels qui vont se traduire du coup par moins de discrimination, par exemple, entre les groupes, moins de perception d'homogénéité au sein de mon propre groupe. Je vais moins me percevoir comme le membre d'un groupe particulier et plus comme un individu à part entière, un moindre traitement uniformisé de l'exogroupe, donc comme je le disais tout à l'heure, souvent moins de discrimination, et cette identité personnelle va s'associer à des croyances de mobilité individuelle. C'est-à-dire je vais penser que moi, en tant qu'individu, je peux gravir les échelons de la société. À l'inverse, quand c'est mon identité sociale qui est rendue saillante, je vais non plus agir comme un individu, mais comme le membre d'un groupe. Ce qui va se traduire par une plus grande perception d'homogénéité entre les membres de mon groupe, mais également au sein de l'exogroupe, un traitement plus uniforme des membres de l'exogroupe, un favoritisme plus important des membres de mon endogroupe, un défavoritisme plus important des membres de l'exogroupe, et quand c'est possible, quand la structure sociale le permet, ce sera associé avec des croyances de changement social. Alors il faut noter que ce continuum identité personnelle, identité sociale, il faut bien le prendre comme un continuum, et la situation sociale nous placerait quelque part entre les deux pôles de ce continuum. Sachant que pour Tajfel et Turner, des positions extrêmes, moi uniquement au niveau personnel, uniquement extrêmement individu, ou au contraire, moi uniquement entièrement membre d'un groupe, sont des situations qui sont très rares, voire impossibles dans la réalité sociale. Donc toute situation sociale va mettre en avant soit plus ou moins mon identité personnelle, soit plus ou moins mon identité sociale. L'autre élément clé de l'approche de Tajfel et Turner, qui va être parfois oublié, c'est les croyances sur la structure sociale, ce qu'ils ont appelé les croyances socio-structurelles, ou ce que j'appelais tout à l'heure la structure sociale perçue. Pour Tajfel et Turner, la structure sociale se caractérise par ces trois caractéristiques.
la perméabilité des frontières entre les groupes, le statut des groupes et la légitimité de ce statut. Et du croisement de ces trois caractéristiques va découler des comportements différents. C'est-à-dire, si je considère que mon groupe est de bas statut, mais que les frontières de ce groupe sont perméables, alors je vais m'engager dans des stratégies de mobilité individuelles. Je vais chercher à quitter ce groupe pour en rejoindre un qui aurait un meilleur statut. Si je fais partie d'un groupe de bas statut, mais je réalise que les frontières de ce groupe sont imperméables, et que ce statut est légitime, alors je vais m'engager dans des comportements de créativité sociale. Je vais essayer de valoriser mon groupe sur d'autres dimensions qui ne définissent pas cette asymétrie de statut. Si je perçois mon groupe comme étant de bas statut et que je perçois les frontières comme étant imperméables, mais que cette asymétrie de statut me paraît illégitime, dans ce cas-là, je vais m'engager dans des comportements de compétition sociale. Je vais vouloir permettre à mon groupe de gagner du statut dans la société. De même, si je fais partie d'un groupe de haut statut, que je perçois que les frontières de ce groupe sont perméables, dans ce cas-là, je vais essayer de conserver ma place dans ce groupe en adoptant des stratégies de mobilité individuelle. Si je fais partie du groupe de haut statut, que les frontières entre les groupes me paraissent imperméables, cette asymétrie de statut me paraît légitime, par exemple légitimée par les stéréotypes ou par la biologie, dans ce cas, je vais adopter des stratégies de créativité sociale. Je vais me montrer magnanime envers les membres de l'exogroupe en leur accordant effectivement, par exemple, un statut supérieur sur des dimensions qui sont peu pertinentes pour moi, mais en gardant la symétrie de statut à mon avantage sur les dimensions qui sont le plus pertinentes et qui sont importantes à un niveau sociétal. Si je fais partie d'un groupe de haut statut, que les frontières me paraissent imperméables et que la symétrie de statut me paraît illégitime, alors là, je vais m'engager dans des comportements de compétition sociale, comme de la discrimination. Je peux également m'engager dans des comportements de créativité sociale qui visent à renforcer le statut tout en maintenant une paix sociale relative, en développant par exemple des préjugés bienveillants à l'égard des groupes de bas statut. Alors cette théorie de l'identité sociale, elle apporte un certain nombre d'informations sur le comportement des êtres humains en groupe. Elle laisse cependant un certain nombre de questions relativement ouvertes. C'est pour ça que Turner, un peu plus tard, a développé, avec des étudiants et des collègues à lui, la théorie de l'autocatégorisation. Cette théorie de l'autocatégorisation, elle a été développée pour répondre à deux questions. Tout d'abord, comment est-ce qu'une identité sociale particulière va être sélectionnée dans la situation ? Et deuxièmement, comment, à un niveau presque cognitif, la psychologie de l'individu va être modifiée, altérée par la science de son identité sociale, par son appartenance à un groupe. Cette théorie de l'autocatégorisation, elle vise à rendre compte du fonctionnement cognitif des individus, de comment cognitivement on arrive en fait aux comportements qui ont été décrits par la théorie de l'identité sociale. Donc c'est une théorie qui vient compléter la théorie de l'identité sociale en répondant à certaines questions qui restaient ouvertes suite à la théorie de l'identité sociale. Cette théorie de l'autocatégorisation, par conséquent, se centre sur les processus intra-groupes qui viennent expliquer les comportements internes. Cette théorie de l'autocatégorisation repose sur 5 principes théoriques. Tout d'abord, nos identités sociales, nos représentations de soi, prennent la forme de catégorisation de soi. Je me catégorise moi-même comme appartenant à un groupe ou à un autre. Et ces catégorisations de soi relèvent des mêmes principes que la catégorisation à un point de vue cognitif. Ces représentations de soi, ces identités sociales, si on peut les appeler comme ça, se situent à des niveaux d'abstraction différents. Le niveau sous-ordonné, le niveau intermédiaire et le niveau surordonné. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces représentations de soi, ces catégorisations de soi, fonctionnent comme de la catégorisation au niveau cognitif. Donc vont être déterminées par des principes qui sont similaires à ce qu'on va pouvoir observer quand il s'agit de catégoriser des pommes ou de catégoriser des animaux. La formation et la science de ces catégories vont être déterminées par des comparaisons entre les stimuli, donc les individus, par exemple, à un niveau d'abstraction plus inclusif. Ce sont donc ces comparaisons entre les différents stimuli, entre les différents individus d'une
d'un groupe donné qui vont permettre de se représenter cette collection d'individus comme un groupe et de déterminer la structure interne de cette catégorie. La science d'une catégorie à un niveau d'abstraction particulier va amener à l'accentuation des similarités perçues entre les stimuli d'une même catégorie et à l'accentuation des différences perçues entre les stimuli de deux catégories différentes. Donc cette présence à l'esprit des groupes auxquels on appartient, cette science de l'identité sociale, va être déterminée par les principes d'adéquation, ce que j'ai appelé aussi tout à l'heure de fit, et de métacontraste. Alors la théorie de l'autocatégorisation nous présente deux formes de fit, deux formes d'adéquation. Une adéquation comparative et une adéquation normative. Et l'adéquation normative, il faut que ces différences soient en accord avec vos attentes. Cette catégorisation va se faire de façon automatique et en dehors de notre contrôle. Alors ces différences perçues entre les membres d'une catégorie et les membres de l'autre catégorie, c'est ce qu'on a appelé le principe de métacontraste. L'idée à retenir de ça, c'est que pour qu'il y ait catégorisation, il faut que vous soyez capable de percevoir que les membres d'une catégorie sont plus similaires entre eux que les membres de deux catégories séparées. Un élément clé de la théorie de l'autocatégorisation, c'est que la science d'une identité sociale est déterminée par la situation. Imaginez, vous avez en face de vous 6 personnes qui sont en train de discuter. 3 hommes, 3 femmes, 2 psychologues, 2 sociologues et 2 physiciens ou physiciennes. Selon le sujet de discussion qui va vous animer, les catégorisations ne seront pas les mêmes. Si par exemple le débat tourne autour de la place de la femme dans la société, il y a de fortes chances pour que l'identité de genre soit rendue saillante dans cette situation et que vous ayez en face de vous 3 hommes qui discutent avec 3 femmes. Si le sujet porte sur la science, il y a de fortes chances que vous ayez en face de vous un groupe composé de 4 personnes qui font des sciences humaines, qui va discuter avec un autre groupe, une autre catégorie composée de 2 personnes qui font des sciences naturelles, des physiciens, physiciennes. Si donc le contexte va amener à l'esprit une identité sociale particulière. Ce même contexte peut amener à l'esprit une identité individuelle particulière. Si avec nos 6 protagonistes, le sujet de la discussion c'est de savoir si vous aimez les sushis ou pas, ce sujet n'étant pas fondamentalement catégoriel, il y a de fortes chances pour que dans la discussion vous ayez 6 individualités plutôt que des catégories sociales particulières. Alors cette approche de l'identité sociale, elle va nous servir dans ce cours de psychologie sociale des organisations pour plusieurs raisons. D'abord, elle va nous montrer finalement que le fait d'appartenir à un groupe, le fait d'appartenir à une association, à une organisation, il va venir impacter mon comportement et va me faire me comporter non pas comme un individu à part entière, mais comme le membre d'un groupe. Ça va nous permettre de porter un regard innovant, un regard novateur sur la littérature, un peu en marge finalement des 4 paradigmes dont je vous parlais dans la dernière vidéo. Et en plus de ça, cette approche de l'identité sociale va nous fournir un cadre intégratif pour étudier des sujets comme la motivation, la performance, la discrimination, la créativité, le leadership, le changement, qui sont habituellement traités de manière quasi indépendantes les unes des autres. Voilà, j'espère que j'ai été clair sur cette approche de l'identité sociale. C'est quelques minutes pour vous aider à y voir plus clair dans les lectures. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite une bonne fin de journée.